Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 21 août. Le cyclone Dean, qui a déjà traversé les Caraïbes, a beaucoup baissé en intensité sur les côtes du Mexique, notamment le Yucatan. Il est passé de force 5 à force 1. Le pédophile Francis Évrard a-t-il, comme il l'affirme, agressé une quarantaine d'enfants? Les enquêteurs sont sceptiques. La question du suivi médical de ces criminels en prison reste posée. Avec nous, dans ce journal, en direct de Rennes, Véronique Vasseur, ancien médecin-chef de la prison de la Santé. L'impôt sur la fortune 2006 s'annonce comme un bond cru avec près de 4,5 milliards d'euros de recettes, une augmentation liée essentiellement au prix de l'immobilier. En Chine, après le coup de grisou qui a bloqué et sans doute tué 181 mineurs, les familles tenues à l'écart de la tragédie crient leur colère. Elles estiment que la société minière n'a rien fait pour tenter de dégager leurs proches. À Marseille, la moitié des plages de la ville sont fermées en raison de violents orages qui ont fait déborder des égouts nauséabonds. 13 des 21 plages sont interdites à la baignade. Le cyclone Dean, qui a ravagé une partie des Caraïbes, a perdu en intensité aux abords des côtes mexicaines. Les vents restent quand même à une vitesse qui atteint les 150 km/h par rafale. Mais ce cyclone potentiellement dévastateur a beaucoup faibli. Explication Christelle Bertrand. Même si le cyclone a faibli en entrant au Mexique, certaines rafales de vent ont quand même atteint 300 km/h. Dean a déversé des trombes d'eau toute la nuit. La population de ces maisons fragiles a été évacuée vers des installations plus solides. Les touristes, mis aussi à l'abri, ont vécu une nuit mouvementée. On a pu s'endormir et vers 5 heures du matin, le bruit nous a réveillés. Nous étions dans un hôtel avec des murs et le toit en dur. On se sentait en sécurité. Cancún, la plus grosse ville touristique du pays, a été moins touchée que prévu. Tous les professionnels du tourisme avaient pris leurs précautions. Il y a une décision du CLAMED qui était prise de fermer le village, de ne pas prendre un risque avec nos clients et nos employés, et d'affréter 2 avions, un avion qui est parti sur Miami pour nos clients nord-américains et un avion qui est parti sur Paris pour nos clients européens. En quelques heures, Dean est passé du niveau 5, le plus haut pour un cyclone, au niveau 2. Il se déplace à une vitesse élevée, 32 km/h. Selon les experts, il devrait continuer à s'affaiblir. Il se dirige actuellement vers le golfe du Mexique. Dean laisse derrière lui des inondations. À certains endroits, l'eau est montée jusqu'à 2 mètres. Pour l'instant, les autorités mexicaines ne donnent aucun bilan humain. Dans la matinée, le vent soufflait encore, mais moins fort. La population s'est tout de suite organisée pour remettre en état les installations. 2000 soldats et 600 policiers sont sur place pour aider et empêcher les pillages. Et à Cap Canaveral, pendant ce temps, on a récupéré sans encombre la navette Endeavour et ses 7 astronautes après 13 jours de mission dans l'espace. Les responsables de la NASA n'ont pas voulu prendre de risques et ont préféré avancer le retour de la navette pour être sûr que des liaisons ne seraient pas perturbées par le cyclone. Avant de se poser au centre Kennedy, Endeavour a survolé le Yucatan et le cyclone Dean, bien sûr, à plus de 50 km d'altitude. Aux États-Unis, des pluies torrentielles ont causé la mort d'au moins 12 personnes, notamment dans le Minnesota, l'Oklahoma et le Missouri. Dans ces 3 États, la plupart des victimes se trouvaient dans leur voiture. Elles ont été emportées par des trombes d'eau. La plupart des routes et des ponts ont été coupés. Vous voyez ces inondations tout à fait spectaculaires. Et puis en Martinique, on concentre tous ces efforts pour sauver la saison touristique. Tout le secteur s'est mobilisé pour nettoyer et remettre en état notamment les hôtels. Reportage de nos envoyés spéciaux Gilles Marinet et Pascal Caron. Il s'en est fallu de peu, mais les arbres ne sont pas tombés sur le gîte rural. Les clients attendus devront toutefois être compréhensifs. L'eau, comme l'électricité, sont coupées. On va faire notre mieux pour les encadrer, c'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. À Fort-de-France, dans cet hôtel typique du centre-ville, le réceptionniste se souviendra longtemps du cyclone. Ça pétait de partout, et surtout les tôles qui passaient à 140, là, et s'il faisait pas bon mettre les dehors, je pense. Pas de coupure d'eau ni d'électricité, mais 3 chambres sur les 15 de l'établissement ont souffert.
Les tôles sont parties. Vous voyez, on a refait comme on a pu, on a rafistolé le système. S'il y a du vent, bien sûr, ça ne tiendra pas, mais bon, pour la pluie, c'est bon pour le moment. Les dommages ne sont pas énormes, mais le manque à gagner peut durer. Trouver un artisan actuellement relève de l'exploit. En bord de mer, les bateaux et le golfe de la station balnéaire des Trois-Îlets ont payé leur tribut aux intempéries. Les hôtels, eux, ont très bien résisté. Les touristes ont retrouvé la plage de leurs rêves. Ceux-là reviendront-ils? Peut-être, en tout cas pas tout de suite. Pourquoi un délai? Le temps que je vous dis que tout se remette en place et qu'on retrouve vraiment les paysages auxquels on avait rêvé, quoi. Hein, voilà. Pour l'heure, pas de licenciement annoncé parmi les 10 000 emplois du tourisme. Et il est trop tôt pour estimer le manque à gagner. Les vacanciers ont subi durant quelques jours coupure d'eau et d'électricité, mais les hôtels sont quasiment intacts. En Martinique, le cyclone Dean a laissé derrière lui une agriculture dévastée, mais il n'a pas compromis l'avenir du tourisme. Et le secrétaire d'État à l'Outre-mer, Christian Estrosi, qui est déjà sur place, a annoncé que 75 000 € de fonds seraient très vite débloqués pour les sinistrés, sur la base de 300 € par foyer détruit et 80 € par enfant à charge. Le Premier ministre François Fillon est attendu demain et après-demain dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe. Les questions sur la personnalité de Francis Évrard, pédophile récidiviste, se multiplient. Écroué vendredi pour le viol d'Ennis, il a affirmé pendant sa garde à vue avoir connu, entre guillemets, une quarantaine d'enfants, ce qui laisse sceptiques les policiers qui tentent aussi de comprendre dans quelles circonstances on a pu lui délivrer du Viagra. Karine Comazzi, Arnaud Comte et Zinden Berkous. C'est le carnet à souche de l'ordonnance retrouvé à la prison de Caen qui a permis de remonter à lui. Ce médecin généraliste l'a reconnu cet après-midi à la police judiciaire. C'est lui, et non pas son collègue du service médical de la prison, qui a prescrit du Viagra aux pédophiles pendant ses derniers jours de détention. Face aux policiers qui lui reprochaient sa légèreté, le médecin s'est défendu. À la prison de Caen, il y a un grand nombre de détenus, et pour lui, ce sont des patients comme les autres. Le Viagra, les policiers l'ont retrouvé dans les poches de Francis Évrard au moment de son arrestation dans ce box. Les enquêteurs fouillent maintenant le passé du pédophile qui leur a déclaré, selon ses termes, avoir connu une quarantaine de mineurs. À l'heure actuelle, il est mis en examen pour des faits concernant le petit Anis, point à la ligne. S'il y a d'autres développements, on le verra, c'est l'enquête qui va le démontrer. Grâce au logiciel Salvac, un instrument de recoupement des affaires criminelles, les enquêteurs ont vérifié si les dates des 3 permissions dont a bénéficié Francis Évrard coïncidaient avec un acte criminel en vain. Enfin, les policiers attendent le résultat des analyses toxicologiques faites sur Ennis et son agresseur. Elles devront déterminer si l'enfant a été drogué et si le pédophile a consommé du Viagra juste avant de passer à l'acte. Alors comment ce type de délinquant est-il traité en prison? Les médecins ont-ils accès à leur dossier médical ou à leur parcours pénitentiaire? Toutes les substances peuvent-elles être prescrites? L'administration pénitentiaire peut-elle connaître le dossier médical comme le préconisait hier sur ce plateau Rachida Dati, garde des Sceaux? Autant de questions qui se posent aujourd'hui. Réponse avec Vincent Fischmann et Jacques Gérard. C'est la boîte à l'origine du scandale. Du Viagra, utilisé pour le traitement de l'impuissance et prescrit en prison à un pédophile multirécidiviste, d'où pas mal d'interrogations. Tout d'abord, quel médecin soigne les détenus? Il y a une unité médicale dans chaque prison placée sous l'autorité d'un médecin-chef. Mais en cas de besoin, la direction de la prison peut faire appel à des médecins extérieurs. Autre interrogation, le médecin a-t-il accès au dossier judiciaire? En théorie, oui, ce dossier est accessible et le médecin peut savoir pour quelles raisons son patient est emprisonné, mais en pratique, ils sont peu nombreux à s'intéresser à ce type d'informations. On peut imaginer en effet qu'un médecin généraliste ou même un psychiatre ne pose pas aux détenus de questions concernant son motif d'incarcération et ne consulte pas le dossier. Mais cela ne lui est pas interdit. Les médecins peuvent évidemment consulter le dossier médical des détenus, mais que contient-il? Derrière les barreaux, des patients comme les autres, c'est la loi qui le prévoit. Dans le dossier donc, figure l'intégralité du passé médical du prisonnier, les médicaments qu'il a été amené à prendre, par exemple s'il a déjà fait l'objet d'un traitement hormonal. On trouve absolument tout. Les différentes affections qu'il a pu affronter durant sa vie, même avant son incarcération, pendant l'incarcération, et les différentes thérapeutiques qui ont été prescrites pour son suivi.
Enfin, l'administration pénitentiaire a-t-elle accès à ce dossier? Non, la loi l'interdit formellement depuis 1994. L'administration ne peut pas contrôler le contenu des ordonnances. Le secret médical est absolu, enfin jusque-là. Car hier, Rachida Dati, la ministre de la Justice, a annoncé vouloir revenir sur ce principe, une révolution pour le monde médical. Monsieur le Président. Et parmi les traitements pour les délinquants sexuels, il y a la prescription de médicaments qui inhibent les pulsions sexuelles, ce qu'on appelle la castration chimique. Elle est pratiquée dans d'autres pays et elle l'est déjà parfois en France. Nathalie Sapena avec Olivier Robert. Des cachets pour freiner les pulsions des délinquants sexuels, voilà ce qu'on appelle la castration chimique. Des médicaments qui bloquent la testostérone, cette hormone mâle fabriquée par les testicules et les glandes surrénales qui stimule dans le cerveau le désir sexuel. Leur utilisation est réservée exclusivement aux cas de pédophilie grave. J'entends par grave un pédophile qui récidive parce qu'il ne peut pas contrôler ses pulsions, parce que celles-ci sont trop intenses. Ce sont des médicaments efficaces à partir du moment où ils sont prescrits dans un contexte de psychothérapie. Il ne s'agit pas de donner des médicaments comme ça. L'androcure, prescrit initialement pour les cancers de la prostate et depuis 1 an pour les déviances sexuelles, agit en prenant la place de la testostérone dans les neurones du cerveau. L'énantone, lui, une piqûre tous les mois, bloque la sécrétion de testostérone par les testicules. À la différence de la castration chirurgicale, ces médicaments anti-hormonaux sont réversibles dès l'arrêt du traitement. Ce n'est pas la panacée, c'est un traitement qu'il faut continuer pendant très longtemps. C'est un traitement donc qu'il ne faut pas arrêter. Car c'est bien la principale limite de cette castration chimique. Le délinquant sexuel doit accepter de prendre ce traitement régulièrement. Et dans la classe politique, si l'on s'accorde à dire que la prise en charge de ce type de délinquants n'est pas satisfaisante, pour autant on est loin de partager les propositions présentées par le chef de l'État, à commencer par l'hospitalisation obligatoire en fin de peine pour ceux qui ne se seraient pas soignés. Arnaud Boutet et Pascal Selletta. Elle a fait de sa douleur un combat qui porte le nom de sa fille disparue. Françoise, mère de Julie, assassinée en 2004 par Pierre Baudin, milite pour la perpétuité réelle. Elle applaudit les propositions de Nicolas Sarkozy. On pense beaucoup aux détenus. Les victimes, une fois que le jugement est passé, on les oublie. Donc, que penser de ça, je ne sais pas, mais je ne suis pas pour la libération d'un individu dangereux. Pour moi, s'il est dangereux, il doit rester enfermé, un point c'est tout, et peu importe la formule. Au devoir de protéger avec l'enfermement, certains brandissent le devoir cette fois de guérir et jettent un regard critique sur le geste politique. L'idée d'enfermer à vie, c'est confortable, mais c'est pas courageux. En revanche, ce qu'il faut, c'est qu'on se donne le courage de dire comment je vais essayer d'éviter le premier acte. Un travail en amont. Les psychiatres réclament plus de moyens dans les centres de détention et le projet hôpital après prison n'est pas convaincant. Ce qui est ingérable socialement, on demande à la psychiatrie de le gérer. Comment, avec quels moyens, qui va gérer ça, dans quel but? Autre mise en garde, elle est cette fois juridique. Réimposer une peine après la peine, c'est quelque chose de nouveau, un petit peu étonnant et juridiquement probablement assez contestable. Ancien garde des Sceaux, Pascal Clément reconnaît lui aussi que le projet peut poser un problème constitutionnel. En se plaçant du côté des victimes, Nicolas Sarkozy compte sur le soutien de l'opinion et de sa majorité à l'Assemblée. Et nous retrouvons en direct de Rennes Véronique Vasseur. Bonsoir madame, vous avez été médecin-chef de la prison de la Santé. Vous avez publié en l'an 2000 un ouvrage sur la misère de cette médecine carcérale qui a suscité beaucoup de réactions. Vous y dénonciez la saleté, la misère humaine et psychologique, l'absence de médicaments, etc. Première question, quand vous entendez parler d'enfermement à vie à l'hôpital, après une peine, pour des malades qui n'accepteraient pas de se soigner en prison, quelle est votre réaction ?
Je voudrais d'abord revenir. La médecine en prison a fait des progrès considérables depuis la loi de 94 et on n'arrête pas de parler du suivi à la sortie. Moi, je voudrais parler de l'intérieur de la prison parce que si la médecine a fait des gros progrès en prison, pour les délinquants sexuels, il se passe pratiquement rien. Il faudrait des structures vraiment très spécialisées, psychiatriques, où mettre ces gens-là qui soient soignés dès le premier jour. Est-ce que vous avez été choqué d'apprendre par exemple qu'un médecin avait prescrit du Viagra justement à ce type de délinquant? Choqué, mais il s'est fait manipuler, et comme ce type de délinquant, ce monsieur pédophile est probablement un grand pervers. Il a dû beaucoup s'amuser à manipuler le médecin pour obtenir son ordonnance. Il s'est fait avoir, tout simplement. Rachida Dati-Lagarde, oui. Même si c'est choquant, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les délinquants sexuels représentent 22% de la population pénale et qu'on ne peut plus fermer les yeux et qu'il faut absolument des centres spécialisés comme ça existe dans d'autres pays pour les traiter. C'est-à-dire qu'une prison comme celle de Caen, où on sait qu'il y a une majorité de délinquants sexuels, elle n'est pas du tout adaptée à ce type de prisonnier. Puisque apparemment, Monsieur Évrard voyait le psychiatre tous les 2 mois, c'est pas sérieux. Ce sont des gens qui doivent faire l'objet d'une prise en charge psychiatrique et psychologique. Mais s'ils refusent de prendre les médicaments, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas de médicaments à prendre. La camisole chimique dont vous avez parlé, l'Androcur, est un adjuvant à une psychothérapie au long cours, un traitement psychiatrique long. Elle n'a pas tellement d'intérêt à l'intérieur de la prison. Ce qu'il faut, c'est préparer psychologiquement à prendre ce traitement pour ne plus avoir ces pulsions affreuses. Est-ce que vous considérez que les médecins... Et un suivi immédiat, ouais. Un suivi immédiat à la sortie de prison, et pas 1 mois et demi après. Ouais. Mais est-ce que vous considérez que les médecins qui interviennent dans les prisons devraient connaître absolument le parcours et médical et carcéral de ceux à qui ils ont affaire, de leurs patients? Alors, il y a plusieurs problèmes. Si vous voulez, le dossier médical appartient à l'hôpital et il va se balader d'un hôpital à l'autre. C'est pour ça qu'on nous a retiré le motif de l'incarcération. C'est vrai que les médecins qui arrivent en prison, ils sont curieux, ils regardent, mais après, on regarde plus du tout. Ce qui compte, c'est le malade. Le malade est un détenu, certes, mais c'est un malade d'abord. Et on fait plus attention. Et il m'est arrivé, moi, peut-être 2-3 fois par an, d'avoir besoin du motif d'incarcération. Pour ça, il suffit de téléphoner au greffe, tout simplement. Vous préconisez quoi alors aujourd'hui pour traiter ces délinquants sexuels? Des établissements spécialisés, psychiatriques fermés, dès le premier jour. Y compris à vie. Là, vous avez bien vu que Évrard est resté 19 ans en prison et qu'il a récidivé au bout d'1 semaine. Donc ça a servi à quoi? Ça veut dire qu'il faut envisager la prison à vie. Comment? Ça veut dire qu'il faut envisager la prison à vie. Non, pas la prison à vie, un traitement psychiatrique et qui sorte quand il est prêt de sortir. Et s'il n'est pas prêt de sortir, parce que ça arrive, quelqu'un qui vous dit je vais recommencer, je ne suis pas prêt à sortir, à ce moment-là, il faut qu'il reste dans cet établissement psychiatrique le temps où il n'est pas prêt à sortir, où il sent que lui va récidiver. Merci. Mais il faut qu'il y ait une obligation de soins, ça me paraît évident. Merci Véronique Vasseur pour ces précisions et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. J'ajoute qu'à Épinal, un professeur de mathématiques a été condamné à 1 mois de prison avec sursis et 1 500 € de dommages et intérêts. Il tenait à l'encontre d'un de ses élèves d'origine angolaise des propos violemment racistes. L'élève âgé de 17 ans était devenu son bouc émissaire. Stéphanie Lafuente et Antje Stahlschmidt. Après 6 mois d'insultes à répétition, pour Chouaïb et son père, ce jugement est un soulagement. D'octobre à mars, quand le lycéen allait en cours de maths, son professeur n'hésitait pas à proférer des injures comme « Tu es noir, tu voles, non ?» ou « Ah, voilà Bamboula » ou encore « Chouaïb, quand tu sors la nuit, souris si tu veux pas que je t'écrase en voiture. » Des propos comme ça. Qu'est-ce que ça te faisait d'entendre ça ? Moi je réagissais pas et puis je parlais plus jusqu'à la fin des cours.
Chouaïb ne veut pas faire d'histoire. Ce sont 4 copains de classe qui iront voir le conseiller principal d'éducation pour dénoncer les faits. Ensuite, le père du jeune homme de 17 ans décide de porter plainte. Le tribunal d'Épinal a condamné cet après-midi le professeur à 1 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende. Le tribunal républicain a dit stop, notre République à l'école, elle doit enseigner la tolérance mais certainement pas le racisme. Le professeur n'était pas présent à l'audience. Devant les policiers, il avait reconnu une partie des insultes, mais selon lui, Bamboula désigne un fêtard, un joyeux luron, ce ne serait donc pas une expression raciste. Mon client assume et reconnaît les faits qui lui étaient reprochés, simplement il les explique dans un contexte d'épuisement moral, psychique, à la suite d'une gestion d'une classe particulièrement difficile. L'enseignant regrette ses propos et s'est excusé. L'éducation nationale l'a sanctionné d'un blâme administratif. À la rentrée, élèves et profs se retrouveront dans le même lycée, mais plus dans la même classe. Et puis toujours au chapitre judiciaire, j'ajoute que Jamal Dati, le frère de Rachida Dati, garde des Sceaux, a été condamné à 1 an de prison ferme pour trafic de stupéfiants. Une peine sévère pour cet homme de 34 ans. Le petit garçon de 12 ans, Ivan, grièvement blessé en tombant du balcon de son immeuble à Amiens, est sorti du coma. Pour l'instant, il ne peut ni s'exprimer ni s'alimenter. Il est difficile de dire s'il gardera ou pas des séquelles de son traumatisme. Le ministre de l'Immigration, Brice Hortefeux, a annoncé que ses parents bénéficieraient d'un titre de séjour pendant toute la convalescence de l'enfant. Pour autant, a-t-il indiqué, les reconduites à la frontière vont s'accentuer. Cette année, 25 000 étrangers en situation irrégulière devraient être exclus de France. L'impôt de solidarité sur la fortune devrait rapporter près de 4,4 milliards d'euros et 518 000 contribuables cette année ont fait la déclaration. C'est un record comparé aux autres années. Raison principale de cette augmentation, l'envolée des prix de l'immobilier qui a incité de nombreux contribuables à déclarer leur patrimoine. Juliette Guérin et Marie Cros. Un simple pavillon, loin des banlieues chics. Son propriétaire n'a rien d'un milliardaire et pourtant, il paye l'impôt de solidarité sur la fortune. J'ai fait construire cette maison en 1969. Elle a coûté environ 500 000 francs à cette époque-là. 500 000 francs il y a 40 ans, c'est 75 000 euros. Ce pavillon en vaut désormais 400 000, c'est en tout cas ce qu'il a déclaré. Avec ses 2 contrats d'assurance vie, son patrimoine dépasse le seuil des 760 000 euros. Il paye donc l'ISF. Voilà la feuille de l'impôt sur la fortune, feuille pré-remplie et sur laquelle vous déclarez vous-même à la fin le montant de votre impôt, à laquelle vous joignez le chèque en l'envoyant. Cette année, c'était, si je ne me trompe, le 15 juin. Et vous payez combien? Je paye de l'ordre de 1 000 euros. Comme lui, un contribuable sur 2 payant l'ISF se retrouve dans la première tranche du barème. En cause, les très belles performances de la bourse et surtout la flambée de l'immobilier. Exemple à Paris, avec la visite de cet appartement du 16e arrondissement. 102 mètres carrés, 3 pièces avec vue sur Seine. La pièce de réception qui donne directement sans vis-à-vis sur la Seine. Aujourd'hui, il est mis en vente à 790 000 euros, largement de quoi payer l'ISF. Ce n'était pas le cas il y a encore 3 ans. Dès que vous avez un appartement avec une grande réception et 2 ou 3 chambres, ça va assez vite dans les quartiers centraux de Paris et tout l'ouest et le sud parisien. Cette année, les recettes de l'ISF atteignent des records, mais elles devraient baisser dès l'année prochaine avec la mise en place du bouclier fiscal. Alors que les écoliers se plongent dans les délices des achats de fournitures scolaires, les étudiants, eux, qui n'ont pas encore trouvé de logement, tentent par tous les moyens de dénicher la chambre de bonne ou le petit pied-à-terre pour l'année universitaire qui commence en octobre. Florence Griffon. Si c'est pas loin pour choper le tram, tu descends ici. Le plan de Grenoble sous les yeux, Maxime et sa grand-mère sont à la recherche de la perle rare. Un studio d'étudiants à un prix abordable, ce n'est pas gagné. Dans les agences, on nous propose des appartements qui sont souvent en très mauvais état. Par rapport aux particuliers, on a déjà essayé et en fait, il y a pas mal de gens qui répondent pas. Ici, comme dans la plupart des grandes villes, les offres sont centralisées par l'université. Mais le tableau fait peine à voir. Une 50aine d'annonces pour des milliers d'étudiants. Ça veut dire que c'est encore temps, mais que d'ici fin août, ça commencera à devenir beaucoup plus difficile. Maxime, lui, n'a pas pu s'y prendre plus tôt. Il vient d'apprendre son admission dans un IUT. Seul recours, les agences immobilières, à condition d'en avoir les moyens. Malheureusement, Grenoble est de plus en plus cher, ça c'est clair. On arrive à avoir des prix de studio maintenant qui sont un peu impressionnants, qui dépassent les 500-550 euros.
550 € pour un studio, on est bien loin du montant de la location logement, qui est variable certes, mais qui n'atteint jamais cette somme. En Chine, il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants après le coup de grisou et l'inondation de 2 mines dans lesquelles 181 mineurs sont restés bloqués. Les quelques survivants ont dû s'échapper par leurs propres moyens. Les familles des disparus crient leur colère. Pascal Golomer sur place. Après des heures d'attente, d'angoisse, c'est la colère qui explose au siège de la compagnie minière. Depuis plus de 4 jours, leur père ou leur frère est bloqué à 700 mètres de profondeur dans des galeries inondées. Et eux n'en peuvent plus du silence des autorités, du manque d'informations sur les opérations de sauvetage. Alors, faute d'interlocuteurs, ils s'en prennent au hall d'entrée. Ce qu'on veut, c'est que le centre de secours nous donne une réponse précise sur les progrès des opérations, sur la façon dont ils travaillent. C'est ça que nous voulons comprendre. Tous les jours, ils devraient au moins nous donner quelques informations. Mais les rumeurs sont pessimistes. Les 181 mineurs sont toujours inaccessibles après que l'eau de la rivière toute proche a emporté une digue et envahi la mine, conséquence de pluies diluviennes. On colmate les brèches, on tente de pomper l'eau, mais l'espoir de trouver des survivants est devenu infime. D'après ceux qui ont pu sortir à temps, c'est un véritable torrent qui s'est engouffré sous terre. Quand j'ai entendu l'eau arriver, c'était comme un hurlement. Elle a amené avec elle une sorte de gaz et puis un courant d'air très froid. Ceux qui ont été bloqués ont sans doute été jetés à terre par la force du courant. Cette catastrophe pourrait être l'une des plus meurtrières dans l'histoire des mines chinoises, réputée parmi les plus dangereuses au monde. Le chiffre officiel de victimes s'élève déjà à 2000 depuis le début de l'année. Un sujet sensible pour les autorités, sur lequel les médias officiels préfèrent rester discrets. Ces images de familles excédées, filmées hier par une équipe étrangère, personne ne les a vues à la télé chinoise. Au Venezuela, le président Hugo Chavez a reçu la mère d'Ingrid Betancourt, séquestrée par les FARC depuis 6 ans. Il a lancé un appel aux guérilleros proposant l'échange des 45 otages contre la libération de 500 militants des FARC. La famille d'Ingrid Betancourt attend toujours des preuves de vie depuis plus de 4 ans maintenant. Aucune photo, aucun signe de la jeune femme n'a pu être produit. Retour en France avec une pollution exceptionnelle à Marseille. À la suite de violents orages, la moitié des plages de la ville sont interdites à la baignade. Une odeur nauséabonde et des rejets de toutes sortes y sont répandus. Yannick Aroussi et Michel Coma. Pas de problème pour installer sa serviette sur la plage du Prophète cet après-midi. Ce n'est certainement pas la place qui manque. On n'a pas le droit de se baigner. On est venu à la plage pour rien. Il y a ceux qui resquillent un tout petit peu, et pour les autres, eh bien, on s'occupe comme on peut. Heureusement, on a pris les bouquins, sinon on ne sait pas ce qu'on fait. Moi j'habite ici, ça arrive souvent quand même. Vous baignerez demain? Oui, après-demain aussi. On est là toute l'année. Personne dans l'eau. La police veille à l'application stricte de l'arrêté municipal. Le baigneur téméraire s'exposerait à une amende de 68 €. Dans l'ensemble, oui, c'est bien respecté. Maintenant, ça peut arriver qu'on ait quelques personnes récalcitrantes. Donc par le dialogue, généralement, on arrive à ramener la personne à la raison. Je me suis baignée un petit peu plus loin et je demandais si c'était assez toxique ou pas. C'est grave? Non, pour l'instant. Je vais peut-être aller me bûcher quand même. Angine, otite, gastro-entérite sont des dangers potentiels si la pollution est avérée. Car les pluies de la nuit dernière ont précipité des eaux de ruissellement dans la mer, mais les résultats des analyses ne sont pas encore connus. Nous espérons bien sûr, bien évidemment, rouvrir demain. Mais il était obligatoire, nécessaire et légal de fermer pour appliquer un principe de précaution totale. 13 des 21 plages de la ville étaient fermées aujourd'hui. Il ne restait plus qu'à faire le bon choix. Tant mieux, on profite de nos vacances comme ça. En espérant que demain, la flamme verte flotte tout autour de la Grande Bleue. Avec le mauvais temps cet été, le littoral a tout de même été moins fréquenté. Faute de plage, les vacanciers se sont tournés vers d'autres sites de loisirs, visites de châteaux, de sites exceptionnels. Amboise, le Futuroscope de Poitiers ou l'Aquarium de La Rochelle ont vu le nombre de leurs visiteurs augmenter. Reportage en Poitou-Charentes de Caroline Thébault et Fabien Tormos. Voici un après-midi du mois d'août comme ils les aiment. Pas les touristes, non, les propriétaires des sites couverts. Allez-y à la première caisse à droite, s'il vous plaît. Bienvenue à l'Aquarium de La Rochelle.
800 000 visiteurs à l'année, la moitié en un été. 2 mois pluvieux et plus 12% de curieux. C'était l'occasion, il faisait mauvais, on peut rien faire dehors, donc on s'est mis à l'abri pour visiter l'aquarium. On n'allait pas rester à l'appartement toute la journée quand même. Au Futuroscope aussi, on a le sourire. Nouvelle attraction, plus mauvaise météo et le tour est joué. On fait des journées en ce moment de l'ordre de 10 à 13 000 visiteurs par jour, ce qui pour nous est bien et présente une augmentation de l'ordre de 20% par rapport à l'an dernier. Mais pour passer d'une attraction à l'autre, pas le choix, il faut slalomer entre les gouttes et s'équiper. C'est la mode du Futuroscope. C'est-à-dire, tout le monde est comme ça aujourd'hui avec la pluie. Plus de costumes, mais toujours autant de nuages à Amboise. Voici le château de François Ier et ses 18 degrés de moyenne en juillet, contre 23 l'an dernier. 5 degrés en moins, 21% de visiteurs en plus. Un été exceptionnel qui, pour la direction du château, ouvre de nouvelles perspectives. C'est l'occasion de connaître les clientèles émergentes. Cette année, c'est le cas de visiteurs roumains, de brésiliens aussi. Et puis une confirmation de la clientèle russe qui vient de façon récurrente au château tout au long de l'année. Ne pas se fier à la météo, savoir se développer, innover, voilà la devise des propriétaires de châteaux, musées et attractions. Car ils le savent, le vent tourne. En Espagne, un requin de 2 mètres de long qui semait la terreur le long de la plage de Tarragone près de Barcelone a finalement été capturé. Il apparaissait à l'heure où les bateaux de pêche rentraient au port. Mais la capture a été quand même assez sportive. Il devrait être relâché au large. Il s'agirait d'un animal désorienté. Contrairement à ce que l'on pensait dans un premier temps, il n'appartient pas à un aquarium. La solitaire du Figaro, c'est donc Michel Desjoyaux qui remporte la 38e édition, déjà vainqueur de la course en 92 et en 98. Michel Desjoyaux a promis qu'il serait de retour en 2009. Claire Lessing et Lionel Langlade. Jamais 203. À 42 ans, Michel Desjoyaux remporte la solitaire du Figaro pour la 3e fois de sa carrière. Une 38e édition particulièrement musclée. Toutes les étapes ont été dures, l'enchaînement, mine de rien, est assez rapide. Et puis là, celle-là, j'ai bouffé du jus pour revenir après mon départ raté à la Corogne. Ouais, ça tire un peu, ouais. On n'est plus tout jeune, on n'a plus 20 ans. Et c'est lui, Frédéric Dutil, du haut de ses 33 ans, qui lui passe sous le nez pour la dernière étape. Il se classe 2e au général, juste derrière Michel Desjoyaux. Ça fait du bien d'avoir un peu de sucré, hein. Oh la vache. Ah, c'était super dur, je crois qu'on peut pas s'imaginer. 3 victoires, mais non, quand j'en serai là. 2 champions sur le podium. Bravo! Bras de fer acharné entre les 2 hommes, mais aussi bras de fer contre les éléments. Car cette année, les conditions météo étaient épouvantables. 4 étapes longues de 3000 km avec des rafales à plus de 50 nœuds dans une mer déchaînée. Les 48 skippers de la solitaire ont vécu la course comme un sprint, parfois comme un enfer. À l'exemple de Jeanne Grégoire qui démate à 25 000 de l'arrivée. Je me suis fait coucher par une vague plus violemment que d'habitude, vraiment très violemment. Et moi j'ai volé dans le bateau dans tous les sens, je me suis fait assez mal. En fin d'après-midi, les derniers bateaux sont arrivés à quai, plus de 15 heures après les vainqueurs. L'équipe de France de rugby se prépare pour affronter dimanche à Cardiff le Pays de Galles pour le dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Ce sera sans Sylvain Marconnet, blessé, et avec une équipe largement renouvelée par Jo Mazo. Explication à Rantanzit et Marine Masson. 3 jours après leur victoire face à l'Angleterre, dans la bonne humeur, les Bleus de France sont de nouveau au travail. Ils préparent comme chaque semaine le match du week-end. Dimanche prochain contre le Pays de Galles, dernière rencontre amicale avant le mondial. Mais une fois l'entraînement terminé, après la sieste, le kiné et la vidéo, enfermés à Marcoussis, que font les joueurs de rugby? Bon, on fait un peu le tour, on s'organise, il y a des concours de pêche, il y a le flipper. Le flipper, le jeu numéro 1 du rugbyman français le soir à la veillée. C'est Fabien Pelouse qui a le record. Mais ici acharnent tous pour marquer leur nom. Ouais. Au flipper, c'est Fabien qui a la suprématie. Donc voilà, moi je m'entraîne pour les rattraper. Mais pour renverser les Anglais par 2 fois, n'allez pas croire que les Français ne font que s'amuser. L'entraînement, c'est du sérieux, de jour comme de nuit, vous diront les plus farceurs. Quand les gens dorment le soir, je cours tout seul dans Marcoussis. Je fais le tour de Marcoussis.
Pour le match face aux Gallois, 8 changements et quelques absents laissés au repos comme Raphaël Ibanez. Pour la première fois de sa carrière, Serge Bensen sera le capitaine d'un 15 de France qui pourra compter sur les retours de Sébastien Chabal et Peter De Villiers, l'ami de Sylvain Marconnet blessé et rentré à la maison. C'est un coup dur pour le groupe et pour Sylvain encore plus. Maintenant, il faut que nous on continue à travailler, à essayer de gagner cette Coupe du Monde. Ce matin, 18 joueurs ont subi un contrôle antidopage inopiné. Contrôle urinaire accueilli avec sérénité dans le camp français. Jo Mazo, le manager de l'équipe de France, a prévenu, tout joueur contrôlé positif sera exclu à vie. Sorti dans les salles du nouveau film de Michel Boujna, 3 amis, avec à l'affiche Mathilde Seigné et Kad Merad. C'est une comédie sur l'amitié, celle qui se forge dans l'enfance et dure toute une vie. Marie Jaujoin et Éric Mézy ont rencontré le réalisateur et bien sûr ses amis. Ils se connaissent depuis l'enfance et reviennent de loin. 3 orphelins de l'amour, 3 amis avec de vraies blessures qui se sont construits en se serrant les coudes. Malheureux en amour, malheureux en amour. Si on est là, c'est pour ta femme. Elle est partie. On est là. Une jolie variation sur le thème de l'amitié, dont Michel Boujna a une définition très personnelle. C'est une relation amoureuse, mais où on couche pas. Mais bouge-toi, si elle te manque tellement, pourquoi tu cherches pas à la retrouver? Ça sert à rien, crois-moi. Y aurait-il du vécu dans tout cela? Michel Boujna et Pascal Elbé sont amis dans la vie. Le scénario, ils l'ont écrit à 4 mains. Il faut qu'il me lâche, sinon je vais le tuer. En plus, il va très mal, tu sais. Avec Michel, on avait envie de parler de cette famille qu'on se choisit. Ce rapport étrange à l'autre qui fait que, bizarrement, c'est une famille qu'on se choisit et qui nous entraîne dans les mêmes problématiques, dans les mêmes névroses, dans les mêmes soucis, les mêmes douleurs que sa propre famille. C'est grave. Très grave. Tu comprends maintenant? Il est devenu fou. Ah, c'est bon. Kad, dont le personnage va si mal qu'il en devient toqué de la propreté. On en rit parce que le traitement est burlesque, mais aussi parce que ça peut arriver dans la vie. Mes personnages, ils sont vrais. Moi, mon rêve, c'est que le public ait envie de les toucher, ces gens-là. Qu'ils aient l'impression qu'ils peuvent les toucher. Le côté palpable de l'émotion. Et en même temps, j'adore la poésie. Allez, t'inquiète pas. La poésie des mots, Un perdu, un perdu. des situations et la grande tendresse qui émane de ces mousquetaires de l'amitié. Là, c'est mon épaule que tu caresses. Ainsi se termine ce journal. Merci à vous d'avoir suivi. Tout de suite, la météo d'Isabelle Martinet. 20h50, le Cercle Rouge avec Bourvil, Alain Delon et puis aussi Yves Montand. Demain, 13h, Olivier Galzi. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Excellente soirée à tous. Au revoir. À demain.